Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 décembre, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme ce matin, un point sur le remboursement des fauteuils roulants, un sujet essentiel pour de nombreux usagers en attente d'un vrai progrès. On s'intéressera aussi à une tendance qui monte chez les plus jeunes, le masculinisme, un mouvement qui gagne du terrain et qui interroge. Du côté de Nice, une charte de bonne pratique a été signée entre les journalistes et les candidats à l'élection municipale. Et côté sport, l'OGC Nice traverse une période mouvementée entre tensions internes et résultats fragiles. Et puis, semaine chargée en tirage dans le monde du rugby comme du football, on fera le point sur ce qui attend les équipes françaises. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, nouvelle étape dans les discussions autour du plan de paix américain. Les envoyés de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, doivent rencontrer aujourd'hui en Floride le négociateur ukrainien Roustem Umerov. Cette rencontre intervient seulement 2 jours après leurs échanges à Moscou avec Vladimir Poutine, dans le cadre des efforts diplomatiques menés par Washington. En Australie, une première mondiale, Meta a commencé à supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans sur Instagram, Threads et Facebook. Cette opération anticipe l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs décidée par les autorités australiennes. La nouvelle réglementation doit entrer en vigueur la semaine prochaine et Meta dit vouloir s'y conformer dès maintenant. En Israël, l'armée annonce avoir identifié la dépouille d'un otage thaïlandais récupéré hier via la Croix-Rouge. Selon les autorités, il ne reste désormais plus qu'un seul corps à remettre, celui d'un otage israélien. Sur les 28 dépouilles que le Hamas et ses alliés s'étaient engagés à restituer dans le cadre du cessez-le-feu, 27 ont donc été rendus. En Chine, Emmanuel Macron poursuit ce jeudi sa visite d'État. Pour leur 2e jour d'entretien, le président français et son homologue Xi Jinping ont affiché leur volonté de renforcer une relation plus stable entre Paris et Pékin. Emmanuel Macron a toutefois insisté sur la nécessité de rééquilibrer les échanges commerciaux qu'il juge trop défavorables à la France. Il a également exhorté la Chine à jouer un rôle plus actif pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Union européenne a trouvé cette nuit un accord pour encadrer les nouvelles techniques génomiques, les NGT. Ces nouveaux OGM modifiés sans ajout d'ADN étranger verront leurs règles assouplies lorsqu'elles sont jugées équivalentes aux variétés classiques. Elles resteront toutefois interdites en agriculture biologique et les versions résistantes aux herbicides ne pourront pas être mises sur le marché. Les syndicats agricoles y voient un outil pour créer des plantes plus résistantes au climat, tandis que plusieurs ONG dénoncent un manque de transparence et des risques pour les agriculteurs. L'accord doit encore être validé formellement par les États membres et le Parlement européen. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. C'est une réforme attendue depuis plus de 20 ans par les associations. Depuis le 1er décembre, les fauteuils roulants sont entièrement remboursés par la sécurité sociale. Plus d'avance de frais, plus de parcours administratif interminable, un seul guichet et en théorie zéro reste à charge pour les personnes en situation de handicap. Une avancée saluée comme une victoire fondamentale, mais qui soulève déjà quelques inquiétudes. Yana Primovici. Le but était d'en finir avec un système beaucoup trop complexe. Avant, pour obtenir un fauteuil roulant, il fallait monter plusieurs dossiers et parfois même faire appel à des cagnottes en ligne. Selon le ministre de la Santé, 1,1 million de personnes utilisent un fauteuil roulant en France et 150 000 en achètent chaque année, dont 100 000 fauteuils manuels spécifiques adaptés aux handicaps complexes et 15 000 électriques. Ces catégories, qui sont les plus chères, étaient très mal remboursées. Et les prix peuvent être énormes. Un fauteuil actif coûtait entre 6 000 et 10 000 euros, mais la sécurité sociale ne remboursait que 600 euros. Pour un fauteuil électrique complexe, la facture montait jusqu'à 50 000 euros, avec un remboursement limité à 5 200 euros. Aujourd'hui, tout bascule. Les patients ne payent plus rien. La France devient même le premier pays d'Europe à proposer une prise en charge totale. Concrètement, qu'est-ce qui change sur les prix des fauteuils roulants ? L'État fixe désormais les prix à limite de vente pour chaque catégorie de fauteuil. 1. Un fauteuil standard ne pourra pas dépasser 360 euros. 2. Un fauteuil actif 6 300 euros. Et les modèles électriques verticaliseurs seront plafonnés à 21 000 euros. Avant, les prix pouvaient atteindre jusqu'à 10 000 euros, parfois 50 000 euros pour les plus complexes, avant des remboursements il y avait des remboursements très faibles. Avec la réforme, tout ce qui dépasse les plafonds n'est plus facturé à l'usager, dont le patient n'a plus un euro à payer, quelle que soit la configuration du fauteuil. Et quelles sont désormais les étapes pour obtenir un fauteuil roulant, Yana ? Donc, le parcours est beaucoup plus simple. D'abord, un médecin fait la prescription ou une équipe spécialisée pour les cas plus complexes. Ensuite, l'usager prend contact avec un distributeur de matériel médical.
C'est le distributeur qui organise les essais, prépare les devis et l'envoie à l'assurance maladie. Et là, nouveauté importante, si l'assurance maladie ne répond pas sous 15 jours, cela vaut accord automatique. Pour des options très spécifiques, le délai peut aller jusqu'à 2 mois. Une fois validé, le fauteuil est livré directement, sans avance de frais et sans reste à charge. L'objectif, c'est un parcours unique, fluide et surtout beaucoup plus rapide qu'avant. Donc une réforme qui promet enfin un accès simplifié et égalitaire aux fauteuils roulants, à condition que les professionnels et le système parviennent à absorber l'afflux de demandes dans les prochains mois. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre dernier, SIDAction a rendu publique une enquête qui bouscule autant qu'elle inquiète. Un sondage réalisé par OpinionWay met en lumière l'amplification des discours masculinistes chez les hommes et surtout chez les plus jeunes. Héloïse Karlicki. Oui, Léa, derrière ces discours sur la virilité et le rôle de l'homme massivement relayés sur les réseaux sociaux, il y a des effets directs sur la sexualité, la prévention et le respect du consentement. Et les chiffres sont clairs. Chez les 15-24 ans, les découvertes de séropositivité ont augmenté de 41% en 10 ans. Mais que révèlent concrètement ces chiffres sur les jeunes hommes ? Alors aujourd'hui, les jeunes hommes sont massivement exposés à des influenceurs masculinistes qui transmettent des conseils valorisant la virilité toxique. Par exemple, insister pour ne pas porter de préservatif, considérer que prendre des risques sexuels est un signe de force, juger les femmes sur leur nombre de partenaires ou encore minimiser l'importance du consentement. Et plus d'un tiers des 16 à 34 ans consomment activement leur contenu. Des messages qui s'installent parfois sans bruit, sans recul, mais pas sans conséquences. Et là, ces conseils peuvent s'avérer dangereux. Pouvez-vous nous détailler ? Parmi ceux qui les suivent, près de 4 sur 10 disent que ces vidéos les rassurent sur leur manière d'être un homme et presque la moitié expliquent également qu'ils y trouvent une autre vision que celle portée par les féministes. Ce climat idéologique s'accompagne aussi d'un sentiment de persécution. 52% des hommes pensent que la société s'acharne sur eux, 36% estiment qu'il est aujourd'hui plus difficile d'être un homme qu'une femme et près de 6 sur 10 jugent que les médias caricaturent les hommes depuis l'émergence du mouvement MeToo. Dans la vie intime aussi, la virilité s'impose comme une norme. Pour 40% des hommes, être un homme, c'est prendre des risques, y compris sexuels. Concrètement, le port du préservatif recule. Certains jeunes hommes se sentent même plus puissants sans. Mais un rapport sexuel, ça se vit à 2. Et quand un tiers des hommes considèrent que les femmes doivent respecter un refus de protection, cela devient dangereux. Grossesse non désirée, infection sexuellement transmissible, les conséquences peuvent être lourdes pour les 2 partenaires. Face à cela, SIDAction tire la sonnette d'alarme. Sans une éducation affective et sexuelle réelle, continue et obligatoire, la prévention risque de s'effondrer. Le problème, l'État lui-même ne respecte pas ses obligations. Mardi, il a ainsi été condamné pour ne pas avoir assuré l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans des établissements scolaires, alors que ces séances sont obligatoires depuis 2001. Et comment SIDAction compte répondre à cette situation ? Pour contrer cette vague masculiniste, SIDAction lance la campagne Alpha Safe. De faux influenceurs générés par l'intelligence artificielle reprennent les codes des mâles alpha, mais pour diffuser de la prévention, du respect et des informations fiables. Une manière de détourner les algorithmes et de contrer la désinformation en utilisant les mêmes armes. Merci Héloïse. Une enquête qui rappelle à quel point l'éducation affective et sexuelle reste essentielle et urgente. À Nice, la campagne des municipales démarre fort, et surtout d'une manière totalement inédite. Tous les candidats ont signé avec les journalistes une charte de respect mutuel. Objectif, éviter les dérapages et garantir une campagne plus sereine. Une première en France à quelques semaines d'un scrutin très attendu, Léa Canet. Ce geste symbolique ne tombe pas du ciel. Dès les premières discussions, une inquiétude est remontée, la visibilité. Certaines listes, surtout les moins installées, craignent d'être éclipsées dans une campagne souvent dominée par quelques figures locales. D'autres, plus en vue, reconnaissent que les relations avec la presse peuvent vite devenir électriques. Bref, un cadre commun n'était pas de trop pour maintenir des échanges apaisés. Et puis il y a les réseaux sociaux, tous les candidats le disent, c'est là que ça peut déraper le plus vite. Attaques, rumeurs, emballements. En quelques minutes, le ton peut devenir très violent. La charte ne pourra pas tout gérer, évidemment, mais elle fixe au moins une règle. Lors des échanges directs avec les journalistes, chacun doit rester dans un cadre clair et respectueux.
Alors, que contient exactement cette charte ? Des engagements des deux côtés. Les journalistes promettent de vérifier systématiquement leurs informations, de corriger rapidement en cas d'erreur et d'assurer une couverture équilibrée, un défi avec le nombre de candidatures en lice. Les candidats, eux, s'engagent à être accessibles, à transmettre des données fiables et à ne pas manipuler les chiffres sensibles qu'ils concernent la sécurité ou les finances municipales. L'idée, éviter que la bataille électorale ne devienne une guerre des interprétations. Le Club de la Presse, à l'origine de l'initiative, insiste sur un point, la vitesse. En campagne, tout s'accélère. Les journalistes peuvent être pris de court. La charte doit donc servir de garde-fou, ne pas sacrifier la vérification et empêcher les candidats de profiter de l'urgence pour brouiller les pistes. Et tout le monde a joué le jeu ? Eh bien oui, et c'est suffisamment rare pour être souligné. À 100 jours du scrutin, toutes les listes ont signé. Majorité sortante, gauche, droite, écologiste, mouvement citoyen, même les formations les plus radicales. Une photo de famille presque inattendue dans un climat politique souvent très fracturé. Reste à voir si cette unité tiendra quand la campagne se tendra, mais pour l'instant, Nice se donne les moyens de partir sur des bases plus apaisées. Merci Léa, et pour rappel, les élections municipales se tiendront entre les 15 et 22 mars prochains. Mais que se passe-t-il à l'OGC Nice, Mégane ? Depuis sa défaite en championnat à l'extérieur dimanche après-midi contre Lorient, 3 buts contre 1, le club est plongé en plein chaos. Joueurs pris à partie, entraîneur qui veut démissionner, joueurs qui portent plainte et qui expliquent vouloir partir. Pouvez-vous nous éclairer ? Et oui Léa, cette fois-ci, l'OGC Nice est en crise et pour de bon. Et à chaque jour son nouvel épisode. Aux portes de la qualification en Ligue des Champions la saison dernière, le gym va mal cette année. Très mal. Le club a accusé dimanche à Lorient d'une 6e défaite en 6 matchs. Mais pire encore, il s'agissait de sa 14e défaite en 22 matchs, toutes compétitions confondues. Une triste série qui ne s'était plus produite depuis 29 ans pour le club azuréen. Les causes sont nombreuses. Un mercato estival sans doute pas à la hauteur pour cette saison, des joueurs en deçà de leur niveau ou qui pensent encore à leur avenir hors du club, pire encore, un propriétaire aux abonnés absents et des dirigeants qui semblent ne plus être en mesure de trouver des solutions pour inverser cette spirale négative. De quoi préparer un cocktail bien explosif avec les supporters mécontents. Oui. Après cette énième défaite dimanche, entre 400 et 500 supporters se sont rendus au centre d'entraînement pour le retour des joueurs. Parmi ces supporters, des passionnés, mais aussi des cadres de la Populaire Sud. Consigne est donnée de ne pas tourner de vidéos. Mais ce que l'on sait, c'est que des fumigènes et des chants hostiles sont entonnés. Certains joueurs sont ciblés par des critiques et des paroles peu élogieuses, à l'image des attaquants Terren Moffi et Jérémy Boga, ou encore du latéral droit français Jonathan Klaus. Le directeur sportif, Florian Maurice, tétanisé par la situation, s'est lui fait exfiltrer. La suite, eh bien, elle est beaucoup moins claire. Des coups ont-ils été échangés ? En tout cas, les joueurs Terren Moffi et Jérémy Boga accusent de 7 et 5 jours d'ITT et ont demandé à la direction leur départ au prochain mercato dans un mois. Certains joueurs, encore sous le choc de ce qu'ils ont pu voir, expriment en off des velléités de départ. Jonathan Klaus souhaite porter plainte et l'entraîneur Francaise, lui, hésite. Partir ou bien rester pour tenter de sauver sportivement sur le terrain ce qui peut encore l'être. Une chose est sûre, le gym était en crise sportive, il est maintenant fragilisé dans les têtes et les semaines qui s'annoncent seront décisives pour savoir si le club pourra enfin rebondir. Merci Mégane pour cet éclairage. En attendant, l'OGC Nice va devoir trouver un sursaut dimanche à 15h face au SCO d'Angers pour ne pas risquer de jouer définitivement pour le maintien et de s'enfoncer vers une crise encore plus profonde. Semaine chargée pour le sport français avec une série de tirages au sort qui engage aussi bien les clubs que les équipes nationales. Daniel Kolchanov nous en dit plus. Tout a commencé vendredi dernier avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Hormis Monaco qui affronte Auxerre, pas de choc interclub de première division. En crise, l'OGC Nice a tout de même hérité de l'AS Saint-Etienne, relégué en Ligue 2 la saison passée, tandis que l'OM se déplacera à Bourg-en-Bresse, qui évolue en National, la 3e division française. L'OL jouera un derby contre Saint-Cyr-Collonges, pensionnaire de Régional 1, qui se situe à seulement 22 km du Groupama Stadium. Pas besoin de prendre l'avion cette fois-ci pour les Lyonnais. Le PSG ira à Vendée-Fontenay, club de 6e division. 5 divisions séparent les Parisiens des Vendéens, à un moment que seule la compétition du peuple, comme on l'appelle, peut offrir et qui peut permettre à des joueurs amateurs de croiser les plus grandes stars du football comme Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. Rendez-vous les 20 et 21 décembre prochains.
Les plus grandes stars du ballon ovale seront également de la partie pour la Coupe du Monde 2027 en Australie et notamment celle du 15 de France qui connaissent désormais leurs adversaires depuis hier. Positionnés dans le chapeau 1, les Bleus ont hérité d'un tirage abordable. Le champion en titre du tournoi des 6 nations affrontera le Japon, les États-Unis et les Samoa dans la poule E. Comme en 2011, les Français défieront le Japon en poule d'un mondial. À l'époque, les hommes de Marc Lièvremont l'avaient emporté 47-21 pour parfaitement lancer leur compétition pour une finale perdue contre la Nouvelle-Zélande quelques semaines plus tard. Le calendrier exact du tournoi sera révélé le 3 février prochain. Il faudra alors patienter jusqu'à cette date-là pour savoir contre qui les coéquipiers d'Antoine Dupont lanceront leur campagne. Et demain, ce sera au tour des coéquipiers de Kylian Mbappé de découvrir leurs futurs adversaires en vue de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On le rappelle, les Bleus avaient fini premiers de leur groupe de qualification devant l'Ukraine et l'Islande notamment. Une Coupe du Monde qui se jouera pour la première fois de son histoire avec 48 équipes au lieu de 32. Ce sera aussi la dernière grande compétition de Didier Deschamps sur le banc tricolore, lui qui l'avait annoncé il y a presque un an. L'ancien Marseillais aura à cœur de bien finir son histoire d'amour avec l'équipe de France, avec un titre de champion du monde, un de plus. Merci Daniel, ces tirages ne donnent pas encore les résultats, mais ils tracent la route aux équipes françaises de s'en saisir. Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. On revient dans un court instant, juste après une petite pause avec Lady Gaga et son titre Vanish Into You, extrait de son dernier album Mayhem sur EDJ-FM. C'était Vanish Into You de Lady Gaga, vous êtes toujours sur EDJ-FM. L'artiste est nommé pour son album Mayhem dans 9 catégories des Grammys, la célèbre cérémonie de récompense musicale américaine. C'est le projet le plus nommé de sa carrière. Et on reste dans la partie culture avec vous Léa. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler littérature, jeunesse, mais pas n'importe laquelle. Une trilogie culte revient en librairie et visiblement, ça fait du bruit. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un retour qui fait vibrer la fibre nostalgique de pas mal de lecteurs tout en excitant la curiosité des nouveaux. La réédition de la trilogie des gemmes de Kersten Gier, publiée chez Bayard, Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude, 3 titres qui sonnent déjà comme une incantation ou au minimum comme l'annonce d'une aventure brillante. Et alors, que raconte cette trilogie ? On y suit Gwendoline, une ado londonienne qui se pensait parfaitement normale jusqu'au moment où elle se met à voyager dans le temps au hasard de ses déplacements. Pas très pratique, surtout quand ça arrive entre 2 feux rouges. Elle découvre alors un univers fait de secrets familiaux, de lignées prestigieuses, d'ancêtres encombrants et de mystérieux gardiens du temps qui semblent en savoir beaucoup trop sur elle et pas assez sur ce qu'elle voudrait vraiment faire de sa vie. Et au milieu de tout ça, un partenaire de mission, Gideon, qui a le chic pour être à la fois agaçant et indispensable. Ce qui a séduit les lecteurs, ce n'est pas seulement l'aventure, même si, avouons-le, les balles historiques et les voyages temporels, ça marche à tous les coups. C'est l'énergie du récit, rythmée, drôle, fine, avec des dialogues qui claquent et une héroïne à la fois maladroite, spontanée et terriblement attachante. On suit Gwendoline non pas parce qu'elle sauve le monde, mais parce qu'elle essaie juste de comprendre ce qui lui arrive, un peu comme nous tous, mais avec plus de costumes d'époque. Et si la trilogie a autant marqué, c'est aussi grâce à ses thématiques. Elle parle d'abord d'identité. Comment se construire quand tout le monde pense savoir mieux que vous qui vous êtes, quand votre famille, votre héritage, vos capacités semblent déjà déterminer votre destin. Gwendoline, elle, revendique le droit d'être elle-même, même quand l'époque dans laquelle elle atterrit ne l'y aide pas vraiment. La saga aborde aussi très fortement la filiation, l'idée que nos ancêtres laissent des traces, parfois lumineuses, parfois encombrantes. Les secrets familiaux deviennent de véritables personnages, des ombres qui suivent Gwendoline dans chaque époque qu'elle traverse, et le lecteur réalise que le passé n'est jamais tout à fait passé, qu'il continue d'agir, de façonner, de peser, ou parfois d'inspirer. Il y a aussi la question du libre arbitre. Quand on vous dit que votre rôle est écrit depuis des générations, est-ce que vous pouvez encore choisir ? Gwendoline, elle, va redessiner sa place, prouver qu'on peut sortir du cadre, même quand ce cadre traverse plusieurs siècles. Et au milieu de tout ça, de l'humour, de la fraîcheur, une romance qui soutient l'histoire sans la dévorer, et une bande de personnages secondaires qui donnent envie de rester un peu plus longtemps dans cet univers. Alors pourquoi cette réédition chez Bayard fait autant plaisir ? D'abord parce qu'elle remet ses romans sur le devant de la scène avec des couvertures modernisées, lumineuses, élégantes, qui parlent autant aux lecteurs d'hier qu'à ceux de demain. Ensuite, parce qu'elle permet à une nouvelle génération, qui n'était parfois même pas née lors de sa première édition, de découvrir cette trilogie qui a donné le goût de lire à tant d'adolescents. Et enfin, parce que, quelque part, la réédition elle-même est un écho parfait à l'histoire, un pont entre passé et présent. La saga parle de transmission, de générations qui dialoguent, d'histoires qui se répètent ou se corrigent. Et voilà que les livres suivent exactement le même chemin. Ils reviennent, renouvelés, prêts à rencontrer de nouveaux lecteurs, tout en rappelant de jolis souvenirs aux
aux anciens. Finalement, ces romans n'ont jamais eu besoin d'un portail temporel pour traverser les années, ils voyagent très bien d'une époque à l'autre, d'un lecteur à un autre, et cette réédition le prouve une fois de plus. C'était la carte blanche du jour consacrée à la réédition des Gemmes chez Bayard. On n'a pas fini de voyager, même sans machine à remonter le temps. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région avec vous, Jade Moncoop. On démarre dès samedi avec du sport au service de la bonne cause, puisque le Téléthon est à l'honneur. Rendez-vous toute la journée, de 9h à 18h, au complexe des Combes. Au programme, initiation au tennis et au paddle, les professeurs vous y attendent, le matériel et les terrains sont gratuits et la participation est libre. Ambiance plus détendue également, avec un concours de pétanque au même endroit, aux mêmes horaires. On vise le cochonnet, on fait un don, parce que oui, c'est ça, l'esprit niçois. Et après l'effort, le réconfort. Direction le centre Anima Nice Corbella, où Sania propose un cours de sophrologie de 9h30 à 11h30, pour la modique somme de 5 €. L'objectif, apprendre à déstresser avant l'affluence de Noël. Et pour les amoureux de la nature, la journée se poursuit au grand air. La Maison de l'Environnement organise une balade botanique dans le quartier des musiciens de 10h à midi. Attention, l'inscription est obligatoire par téléphone. Dimanche, place au grand écran. À la Cinémathèque de Nice, on retrouve la projection du film culte Rocco et ses frères à 13h30. Et devinez quel acteur mythique a joué dans ce film ? Eh bien, il s'agit du grand Alain Delon. Et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous spoil un peu, puisqu'il s'agit d'un drame familial à l'italienne, intense et incontournable. Du cinéma au sacré, il n'y a qu'un pas. À 15h30, un concert gratuit se jouera à la basilique Notre-Dame. L'orchestre d'harmonie de la ville vous offre une parenthèse musicale et majestueuse. Et pour finir en beauté avant de rentrer, pourquoi ne pas aller voir la grande parade de Noël, place Masséna de 17h à 18h30. Un spectacle gratuit avec plus de 200 artistes, musiciens, danseurs et chars, de quoi mettre des étoiles plein les yeux, mais attention, n'oubliez pas vos bonnets. Merci Jade. Voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et aujourd'hui, un ciel très nuageux du matin au soir avec des températures comprises entre 9 et 14 degrés. Demain, un début de journée plutôt calme avec un ciel peu nuageux puis un bel après-midi ensoleillé. Les températures remontent légèrement entre 8 et 16 degrés. Samedi, retour d'un ciel voilé, uniforme toute la journée avec des valeurs comprises autour de 8 à 15 degrés. Et dimanche, matinée couverte avant un après-midi simplement voilé. Les températures resteront douces pour la saison, entre 9 et 16 degrés. Voilà pour la météo. Profitez bien du soleil vendredi, il sera précieux. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à Daniel Kolchanov à la régie. Et enfin, merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDJ FM.